Bon. C'est clairement la vidéo la plus compliquée que j'ai eu à écrire. Pas parce qu'elle est technique et recherchée, mais parce que pour moi c'est tellement flagrant et tellement évident que ce système est intégralement pourri que je ne sais pas par où commencer pour l'expliquer en fait. Il y a tellement de fois où on nous l'a fait à l'envers, tellement de fois où on nous a pris pour des bacs à douche, que je ne comprends pas pourquoi on continue à écouter les hommes politiques et à leur accorder de la confiance. En ce moment, on a très clairement le pire des présidents. La France est divisée comme jamais, le système de santé est déglingué, il a supprimé l'impôt sur la fortune, il a réduit drastiquement les allocations chômage, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté explose, le pouvoir d'achat se casse la gueule, il dit à plus de 6 millions de Français qu'il veut les emmerder, les profs sont à l'agonie, les étudiants pareil, la retraite a été repoussée, il annonce même que s'il est réélu, il va encore repousser la retraite et mener une politique sociale très dure, mais il y a encore des réunions de soutien à Emmanuel Macron dans lesquelles on trouve des jeunes de 19 ou 20 ans qui disent qu'ils ont choisi ce candidat parce qu'il est beau, il est jeune et qu'il incarne le renouveau de la France. Putain, mais il vous faut quoi pour comprendre? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent individuellement vous pour que vous compreniez que ce mec-là travaille contre vos intérêts et qu'il est en train de vous rendre la vie plus dure? Sans déconner, on est en plein syndrome de Stockholm. Putain, la vidéo vient à peine de démarrer, j'ai déjà envie de tout casser, moi. Allez, je vais me calmer un petit peu et je vais vous parler de ce qui me fascine le plus dans tout ça. J'ai des grands-parents qui ont été ouvriers toute leur vie et à leur époque, c'était facile de choisir un camp politique. Les ouvriers votent à gauche et les patrons votent à droite. D'ailleurs, ma grand-mère me l'a toujours dit, les ouvriers, ça vote à gauche et ça fait pas la girouette. Du coup, en 2012, ils étaient super contents parce que les socialistes étaient enfin revenus au pouvoir avec l'élection de François Hollande. Bon, grosse désillusion, c'est assez vite parti en cacahuète, et quelques années plus tard, je discute à nouveau avec mon grand-père et je lui demande ce qu'il pense de tout ça. Alors, assez lucide, il me dit oh ben lui, nous l'a bien fait à l'envers. Ah, je lui dis alors, j'espère que tu vas pas revoter à gauche aux prochaines élections. Et il me dit ben si. Je dis bah pourquoi? Je lui dis. Il me dit bah parce qu'un ouvrier ça vote à gauche, c'est comme ça. Encore quelques années plus tard, je me suis mis à me documenter un petit peu sur la politique et je me suis concentré sur François Mitterrand et la destruction de la France qu'il a entreprise pendant ses 2 mandats. Il y a des petits éléments comme ça qui me paraissaient vraiment dingues et comme je n'ai pas connu cette époque, j'étais en parler avec mon grand-père. Alors là, il m'a tout de suite dit Mitterrand, il nous a bien pris pour des cons celui-là aussi, hein. Et alors je lui dis mais t'avais voté pour lui à l'époque? Il me dit bah oui, parce que les ouvriers ça vote à gauche. Et là je me suis dit putain, il a passé toute sa vie à voter à gauche et à se faire entuber et il retournait voter à chaque fois. Et en fait j'ai compris que mon grand-père c'est juste une belle représentation de notre société parce que je suis convaincu que tout le monde sait qu'on va se faire entuber, élection ou pas élection. Bon alors peut-être pas tout le monde, mais disons une belle majorité. Du coup, on a un scénario qui se répète en boucle depuis des décennies. On vote avec plus ou moins de conviction pour un candidat qu'on nous propose. Une fois élu, il fait des toutes petites mesures pour le peuple, histoire de ne pas mettre le feu aux poudres tout de suite. Et après, 8 mois, 10 mois, un an et demi, il commence à massacrer le pays dans tous les sens. C'est souvent accompagné d'ailleurs d'un remaniement ministériel. Et à partir de là, les Français n'en peuvent plus et disent vivement les prochaines élections qu'on puisse le foutre dehors. Aux élections suivantes, il nous propose quelques candidats, on vote avec plus ou moins de conviction, il est élu, il prend des petites mesures pour le peuple, un an après ça part en sucette, les gens manifestent et attendent avec impatience les prochaines élections pour le foutre dehors. Aux élections suivantes, il nous propose des candidats, etc., etc. Le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui croient qu'à chaque élection, il va vraiment se passer un nouveau truc, qu'il va vraiment y avoir un changement en leur faveur. Et pour certains, on peut pas vraiment leur en vouloir. Là, juste avant, je parlais de mon grand-père. Est-ce que vous vous êtes déjà mis à la place de ces gens qui sont nés à la fin des années 30 ou dans les années 40? Vous imaginez que eux, ils ont vu arriver la caisse de retraite pour tous, la caisse de sécurité sociale, les allocations chômage à la fin des années 50,
leur salaire était indexé sur le coût de la vie, donc il augmentait automatiquement à la fin de chaque année. L'État construisait partout des piscines, des bibliothèques, on faisait des autoroutes partout en France, les gens avaient un bon pouvoir d'achat, il y avait aussi l'arrivée des congés payés. Bref, ils ont vraiment connu une époque où les hommes politiques travaillaient pour l'intérêt général et surtout, ils avaient dans les mains de quoi agir. La France possédait une grande industrie nationale et surtout, elle ne faisait pas encore partie de l'Union européenne. Depuis Mitterrand, tout s'est aggravé et à chaque élection présidentielle, les Français attendent celui qui va venir les sauver. Et voilà le deuxième gros problème. Quand je discute de cette histoire d'élection avec quelqu'un, je dis toujours que le problème c'est que le peuple n'a plus aucun pouvoir. On élit un président et après il fait ce qu'il veut. Et si par pur hasard fantaisiste il décide de faire tout l'inverse de ce qu'il a promis, on ne pourra pas l'empêcher. Quand j'expose ça, j'ai souvent la même réponse. On me dit « Bah oui, mais en même temps, il faut bien qu'on ait un président. » Eh ouais, il faut bien qu'on ait un président. C'est ça le problème. Beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde, sont convaincus qu'il nous faut forcément un président. Du coup, ils attendent cet homme providentiel qui va mener une politique favorable pour la France, qui va les guider et faire le bien du peuple. Réécoutez le premier chapitre de la vidéo. Alors je ne vais pas parler du programme des candidats parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous avez remarqué comment les gens idéalisent les présidents potentiels ? Le plus flagrant, c'est évidemment Éric Zemmour. Ceux qui le suivent en ont fait une sorte de demi-dieu qui va venir sauver la France de toutes les menaces. C'est pareil avec Mélenchon, il est devenu une sorte d'idéal intellectuel pour tous ceux qui le supportent. Macron, c'est pareil, il incarne le renouveau de la France. Mais putain, vous vous attendez à quoi ? Ça fait 50 ans qu'à chaque élection, c'est la même chose. Il y a un personnage qui sort un peu plus du lot et en qui la majorité fait confiance. Il est élu, il détruit un peu plus la France et les Français veulent le foutre dehors. Nouvelle élection, un mec sort du lot, on vote pour lui, il casse tout, on veut le foutre dehors. Nouvelle élection, un mec sort du lot, il est élu et rebelote. Je vous annonce tout de suite que c'est exactement ce qui va se passer pour les prochaines élections. Alors, je sais ce que vous allez dire, oui mais avec lui c'est pas pareil parce qu'il veut faire ça, et elle veut mettre ça en place, et lui il a dit ça et il a raison. Ça fait 50 ans que c'est comme ça, et c'est pas votre petit candidat chouchou qui va changer les choses. Bon allez, maintenant que j'ai bien plombé le truc, il y a deux questions à se poser. La première... Personnellement, j'ai une vision un petit peu utopiste de la société idéale. J'imagine bien un truc du type le village dirigé par les villageois, où chaque Français est actif dans la vie de la société et qu'on doit en permanence se prononcer pour mettre en place des grandes mesures nationales, etc. Mais j'ai conscience que c'est une utopie parce que c'est probablement trop compliqué à gérer, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se foutent complètement de la vie politique du pays. Bref, c'est une utopie. En revanche, il y a un truc qu'on devrait exiger dès maintenant, c'est une sorte de tribunal populaire. Il faudrait, entre la classe politique et le peuple, une entité qui s'occupe de condamner les abus de la classe politique et surtout de faire appliquer les revendications du peuple. Alors quand je dis tribunal populaire, c'est pour utiliser les termes qui existent déjà, mais il faudrait effectivement une sorte de tribunal dont le but est de juger des conflits entre les politiques et le peuple, et surtout il faut une police populaire qui, elle, fait appliquer les décisions des juges. Je vais prendre un exemple. En mai 2005, il y a eu le fameux référendum sur l'Europe. Voilà quelle était la question. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? À la surprise générale, les Français ont voté non à 54,68%. Mais comme la classe politique a des objectifs à long terme et qu'elle se fout royalement de ce qu'en pense le peuple, elle a fait repasser tout ça discrètement. D'ailleurs, je vais illustrer ce qu'il s'est passé avec deux citations de Valéry Giscard d'Estaing. La première, c'était en 2005, quand Jacques Chirac a décidé de faire un référendum. Il a dit « C'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui ». Bon, déjà, ça donne le ton,
Et comme ils ont été un petit peu pris de court en 2005, ils sont revenus à la charge en 2007 avec le traité de Lisbonne. Cette fois c'était sous Sarkozy, sans référendum évidemment, et voilà ce qu'en a dit Giscard. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel dont ils ont fait éclater les éléments un par un en les renvoyant par voie d'amendement aux deux traités existants de Rome et de Maastricht. Dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes. Seul l'ordre a été changé dans la boîte à outils. La boîte elle-même a été redécorée en utilisant un modèle ancien qui comporte 3 casiers dans lesquels il faut fouiller pour trouver ce que l'on cherche. Voilà, donc là, dans cette situation, il faudrait une organisation populaire qui lise le traité de Lisbonne et qui saisisse ce tribunal populaire dont je vous parle pour leur dire là je pense qu'on se fout de notre gueule là. À ce moment-là, le tribunal constitue un dossier et constate qu'effectivement, c'est une magouille dégueulasse pour faire passer de force un traité européen que les Français ont refusé 2 ans auparavant. Sur cette décision, on envoie la police populaire qui de une va empêcher l'adoption de ce traité, puisque les Français ont dit non, et de deux, Monsieur Sarkozy, vous avez tenté de trahir la volonté du peuple, voilà vos petites affaires, la sortie c'est par là. C'est exactement comme ça que ça devrait se passer. Un autre exemple plus récent, quand le président de la France parle de 5 ou 6 millions de Français en disant « j'ai très envie de les emmerder », c'est pareil. Le tribunal populaire saisit l'affaire et dit non, on peut pas manquer de respect comme ça au peuple, c'est pas possible. Du coup, ils envoient la police populaire, Monsieur Macron, vos petites affaires, la porte est là-bas, un coup de pied dans le cul, terminé, bonsoir. Donc, on peut potentiellement garder une structure sensiblement équivalente. On n'a pas forcément besoin de tout recommencer à zéro. Par contre, il faut absolument que le peuple ait un moyen de protection. Et je ne parle pas juste de la Constitution dans laquelle le pouvoir est organisé, je parle vraiment d'un système judiciaire populaire en plus du système judiciaire classique. Une entité dont la fonction est de protéger le peuple des abus de la classe politique et aussi de faire appliquer les décisions prises par le peuple suite à un référendum. Et la deuxième question qu'on peut se poser à propos de tout ça, c'est... Alors évidemment, je n'ai pas à vous dire si vous devez aller voter ou pas, chacun est libre de faire ce qu'il pense être bon. La réponse à cette question, curieusement, je l'ai trouvée dans mes lectures ésotériques. Alors je ne sais pas si vous connaissez uniquement Néocosmo, ou si vous venez depuis la chaîne Mysteria, mais sachez que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Mysteria du coup, et qui traite d'ésotérisme. Il y a un concept qui s'appelle la loi de polarité et qui est assez simple à comprendre en surface, mais un petit peu plus complexe à comprendre en profondeur. Cette loi dit simplement que tout ce qui existe est polarisé en 2 extrêmes, mais ces 2 extrêmes ne sont en réalité que l'expression d'un même concept. Tout concept a un pôle négatif et un pôle positif. Par exemple, le chaud et le froid sont opposés, mais ils ne sont que l'expression de la température. Au même titre que pile et face sont opposés, mais ils ne sont l'expression que d'une même pièce. Du coup, lorsque l'on veut combattre quelque chose, il ne faut pas lutter contre, mais il faut développer son inverse. Je vais prendre un exemple. Si vous avez une peur particulière, le fait de lutter contre cette peur lui donne de l'énergie, de la force, vous nourrissez cette peur, alors que pour vous en défaire, il suffit de développer l'inverse, c'est-à-dire le courage. En développant le courage, vos peurs disparaîtront. Pour revenir au système électoral, moi je suis contre. Il y a des gens qui sont pour, et bien dans les 2 cas, on participe à l'existence de ce système. Par exemple, être capitaliste ou anticapitaliste, dans les 2 cas, ça nourrit le concept du capitalisme. Être pro ou anti quelque chose, c'est donner de l'énergie à ce quelque chose. Alors comment on fait pour lutter? Eh bien à l'image de nos peurs, on ne lutte pas, on construit autre chose. Personnellement, j'essaie de me documenter du mieux que je peux pour ne plus avoir à supporter les discours politiques vides de sens et pour me concentrer sur les véritables problèmes. Je fais cette chaîne YouTube pour vulgariser des choses plus ou moins complexes ou pour vous donner des infos trop peu connues. Peut-être que dans cette vidéo ou dans les autres, vous avez entendu des choses intéressantes ou pertinentes, alors parlez-en avec votre entourage. Cette chaîne est encore jeune, mais peut-être qu'elle va bien grandir. Peut-être qu'elle donnera lieu à des groupes de réflexion sur la création d'une nouvelle société. Peut-être que nous pourrons faire une alliance avec toutes les autres formes de dissidence qui sont aujourd'hui un peu trop divisées. La création d'un monde meilleur pour nous, ça commence ici.
Demandez-vous ce que vous feriez si on vous donnait les clés. Demandez à vos amis s'ils n'aimeraient pas avoir un petit peu plus de pouvoir de décision dans ce pays. Et bien pour ça, il faut arrêter d'attendre l'homme providentiel qui va régler tous les problèmes à votre place. Voter pour un maître qui a quasiment les pleins pouvoirs, ce n'est pas une démocratie du tout. Et c'est ce qui est en train de mener la France à sa perte. Arrêtons de donner le pouvoir à des guignols que nous ne choisissons pas dès le départ. Arrêtons de nous laisser influencer par des sondages bidons et par les médias au service des milliardaires. Il va falloir que le peuple se réunisse pour se défendre, et je vous le redis, ça commence là-dedans. Alors évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais réfléchissez bien avant d'aller voter. Et si jamais vous avez un doute, utilisez votre mémoire pour vous souvenir de ce qu'il s'est passé cette dernière décennie. Ciao.